Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Une nouvelle fois, très heureux de vous retrouver dans ce cadre de la radio-télévision nationale pour cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus sur un secteur crucial qui nous occupe tout autant que la situation sécuritaire dans l'Est nous occupe. C'est le secteur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous voulons ce soir faire un état des lieux de ce que nous faisons pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries, mais aussi du secteur industriel de manière générale. Comme vous le savez, le président de la République a déjà dit et redit plusieurs fois sa volonté de voir des jeunes Congolais émerger et devenir millionnaires, mais bien au-delà de cet engagement au niveau du ministère, du gouvernement plutôt, dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Nous avons pour la première fois, Monsieur le ministre, un ministère chargé des PME, des PMI et de l'industrie. Et donc, ce n'est pas la même dénomination que les ministères habituels. Et donc, ce soir, avec vous, nous voulons faire le point de ce qui a déjà été amorcé dans votre secteur pour permettre justement aux Congolais non seulement de connaître les différentes opportunités qui se dégagent, mais aussi les efforts qui sont faits pour créer cette culture entrepreneuriale nécessaire pour nous permettre de booster pleinement notre potentiel et générer des milliers d'emplois et des millionnaires, tels que l'a toujours souhaité le président de la République. Monsieur Luatum Kabamba, bonsoir, bienvenue pour la première fois dans ce cadre de redevabilité. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, quels peuvent être vos mots introductifs pour nous résumer ce que vous avez mis en place comme politique pour ces secteurs cruciaux pour le développement de notre économie? Merci, bonsoir à tout le monde. Et c'est d'abord saluer cette initiative de pouvoir échanger avec la presse, et au travers de la presse, bien sûr, nos concitoyens et en particulier la grande communauté des entrepreneurs. Ça nous permet de dialoguer, de dire ce que nous faisons et d'écouter vos commentaires, vos critiques, vos questions. Je crois que c'est une très bonne chose. J'aimerais, avant d'aller dans ce que vous avez demandé, exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce qui est en réalité deux grands ministères. L'industrie d'un côté, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries de l'autre, un creuset de création de richesses, un ministère puissant pour le développement économique de notre pays. Et pour cela, je le suis reconnaissant. Reconnaissant à sa vision également de créer des millionnaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en parlera. Et enfin, saluer le leadership de notre Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui est notre chef de file, notre chef de gouvernement. Nous ne manquons jamais de recourir à elle lorsque nous avons besoin d'orientation, de conseils et autres. Et je tiens à la saluer. Comme je l'ai dit, c'est deux ministères en réalité en un. Donc je vais essayer de le faire en deux étapes, si vous permettez. Allez-y. En commençant par l'industrie d'abord. Nous avons fait un état des lieux en arrivant. Et nous avons constaté, que ce soit pour l'industrie ou les petites et moyennes entreprises, qu'il y avait de vrais challenges, de vrais défis. Le défi, c'était d'abord le problème d'infrastructure que vous connaissez tous, mais également le déficit énergétique. Et puis enfin, les problèmes de financement et le climat des affaires aussi en général. Voilà un peu ce que nous avons trouvé. Mais ce que nous avons trouvé aussi de très intéressant, c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tous les coins et recoins de la RDC que nous avons visités, nous avons trouvé un entrepreneuriat complètement décomplexé, des jeunes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'attendent que cet encadrement pour pouvoir le faire, parce qu'ils restent souvent dans l'informel, ayant peur de cette fiscalité, parafiscalité haute qu'ils jugent souvent punitive. Alors, sur le plan industriel, nous avons basé notre approche sur trois piliers essentiels. Le premier, ce sont les zones économiques spéciales. Nous avons voulu développer. Le deuxième pilier, c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Et troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer des investissements étrangers, pour booster l'industrie dans notre pays.
En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku qui est déjà opérationnelle avec Pepsi Cola qui est là-bas et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, en génère 1800 indirectement. Il y a la structure qui fabrique les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. Et bien sûr, il y a la zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est en cours de réception maintenant. Les travaux sont très avancés d'aménagement. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a 1 ou 2 mois, j'étais à Kolwezi. C'était pour lancer la zone économique spéciale de Moussampo, qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour la chaîne de batterie. À terme, c'est une zone économique spéciale qui va générer 20 000 emplois directs et 20 000 encore indirects, au total près de 40 000 emplois. Et qui va propulser la RDC réellement dans le carré des pays qui réellement profitent de cette transition énergétique pour capitaliser là-dessus, parce que nous avons les minerais critiques qu'il faut. Voilà donc les initiatives. En termes de diplomatie économique, nous avions été dans plusieurs pays. Les retombées vont se faire sentir au fur et à mesure. Une des premières retombées de notre voyage en Chine, je pense que vous avez vu le lancement il y a près d'1 mois, ou un peu moins d'1 mois, de la Cité de Chine, un investissement de près de 200 millions de dollars qui va générer environ 10 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects. Et qui déjà, bien que ce soit en phase sur 3 ans, va générer déjà les premières étapes d'opérationnalisation à la fin de cette année déjà, 2025. Voilà un peu en ce qui concerne l'industrie, le secteur industriel. Nous avons également consenti, chers collègues, à un investissement de près de 50 millions de dollars dans ce secteur industriel. Comme j'ai dit, il faut relancer l'outil industriel dans notre pays. Il y a la Sotexki à la Chopo qui avait déjà connu une première tranche d'investissement. Nous venons encore de déclencher une deuxième phase par le FPI de 6 millions de dollars qui sera suivie immédiatement après d'une phase encore d'environ le même montant du Trésor. Parce que Sotexki, ce n'est pas seulement les 400 ou 500 emplois directs. C'est en fait un écosystème de près de 55 000 cotonculteurs. Et cet écosystème s'étend de Bazouélé jusqu'en Ituri, à Mahagi, à Djégou, où il y a même des usines de grainage de coton. C'est donc d'un coup, on touche 500 000 cotonculteurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas que Sotexki que nous avons financé. Il y a la filière sucrière dans le Kivu, dans le sud Kivu, à hauteur de 9 millions de dollars à Souki. Il est fort dommage que cette guerre injuste qu'on nous a imposée par les forces étrangères ait mis fin à cela. Mais je connais la résilience de notre industrie. Nous allons rebondir encore plus fort et repartir de plus belle. J'ai également une nouvelle. Le concept étudiant-entrepreneur université pour dire aux étudiants que vous n'avez pas besoin de terminer votre master, comme vous les appelez maintenant, ou en termes de LMD, comme vous faites, pour compter vos premiers milliers de dollars ou millions de dollars. Vous pouvez être étudiant. Et en 2e année, en 3e année, comptez vos premiers millions de dollars, comme on le voit ailleurs. C'est ainsi qu'avec FPI, nous venons de financer le projet Okapi à hauteur de 9 millions de dollars. Il y a plusieurs composantes dans ce projet-là, mais une des composantes les plus intéressantes, c'est équiper près de 40 universités à travers toute la RDC avec des imprimantes 3D, des imprimantes 3D modernes. Je ne vous apprends rien, avec les imprimantes 3D modernes aujourd'hui, vous pouvez imprimer tout, y compris toutes les pièces de moteur d'une voiture électrique ou à combustion. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à partir du clou jusqu'à la pièce mécanique la plus sophistiquée. Tout ça, c'est pour booster l'entrepreneuriat estudiantin. Et bien entendu, du côté du secteur entrepreneuriat,
il y avait énormément de difficultés. Cet écosystème qui était pourtant bien conçu pour capaciter, pour former, pour financer, pour donner des marchés aux entrepreneurs, nous l'avions trouvé en panne par manque de moyens. Et donc la première des choses, il fallait s'atteler à leur donner quelques moyens. Cela a été fait, ce moment-là. Près de 7 millions de dollars ont été disponibilisés, qui ont été répartis entre l'ANADEC, entre le FOGEC et la PROCEM, pour pouvoir capaciter les entrepreneurs, pour pouvoir leur servir de fonds de garantie pour qu'ils aient des financements à faible taux d'intérêt et qu'on puisse faire un monitoring de la croissance de ces entrepreneurs au travers de la PROCEM. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais il y a quand même besoin de faire une petite démarcation. L'ANADEC, la PROCEM, le FOGEC, pour ceux qui nous suivent, parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi informé que nous sur ces structures qui accompagnent l'entrepreneuriat en RDC. Très bien. Ici, je dois saluer, c'est une très bonne question, je dois saluer le travail fait par mes prédécesseurs de concevoir cet écosystème. Parce que, voyez-vous, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est une école, c'est une culture qu'il faut acquérir. Si vous êtes né dans un pays francophone, vous avez grandi dans un pays francophone à parler français, et que demain, pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez dans un pays anglophone, je pense que la première des choses que vous allez faire, c'est apprendre à parler anglais, apprendre à connaître leur culture pour pouvoir vous intégrer. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est un nouveau monde, très différent du monde que l'éducation élitiste que nous avons reçue du temps des Belges, qui nous apprend à étudier pour aller chercher de l'emploi. C'est très différent de ce monde-là. C'est un monde où vous devenez créateur d'emplois. Il faut acquérir la culture entrepreneuriale. Et c'est ainsi que cet écosystème a été mis en place pour pouvoir encadrer nos aspirants entrepreneurs à acquérir cette culture entrepreneuriale et pouvoir briller. Et donc il y a l'ANADEC qui est là pour justement capaciter les entrepreneurs, leur apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, comment on crée une entreprise et comment on évolue là-dedans, comment on la gère. Et puis il y a le FOGEC, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat, qui est là pour servir de fonds de garantie. Parce qu'un jeune entrepreneur qui va aujourd'hui auprès d'une banque avec un projet d'affaires, l'argent lui sera prêté à un taux qui est au-delà de 15 ou 20%. C'est impossible pour cet entrepreneur de faire face à ça. Un jeune entrepreneur a besoin d'un accès à un financement à taux réduit. 5-6%. Et même pour les jeunes, avec le FPI, nous sommes allés même jusqu'à 4% de financement pour les entrepreneurs. Et bien sûr, une fiscalité allégée, j'en parlerai plus tard. Donc ça, c'est le FOGEC. Il y a l'ARSP, parce qu'une fois que l'entrepreneur est capacité, une fois qu'il a pu avoir des garanties de financement, il faut lui donner des marchés. Parce que c'est là qu'il va faire de l'argent. Et l'ARSP est là justement pour donner les marchés à ces entrepreneurs-là. Et enfin, il y a la PROCEM, qui doit faire un monitoring de tout cela. Veiller à ce que tout puisse se passer tel que prévu. C'est l'acronyme de l'agence pour la promotion de la classe moyenne. Mais elle a un caractère vraiment pour regarder bien dans les statistiques et voir vraiment qu'il y a un suivi de tout ce qui a été fait. Pour que justement on voit cette classe émerger. Voilà donc un peu ce qui fait l'essentiel de l'écosystème d'encadrement des entrepreneurs. Nous avons mis de l'argent là-dedans, comme j'ai dit, environ 7 millions de dollars, mais nous avons également simplifié la façon de financer ces différentes structures en faisant un nivellement automatique. Dès que la redevance est arrivée, elle est répartie de manière automatique pour que ces entreprises ne soient pas en panne d'argent. Maintenant, est-ce que c'est assez? On peut en débattre, ce n'est pas assez. Nous devons faire plus parce que la RDC a un entrepreneuriat qui foisonne. C'est plus de 100 millions d'habitants que nous avons. Et la RDC, nous sommes des très grands entrepreneurs, je l'ai vu partout où je suis allé. Et donc, il faut davantage de moyens pour pouvoir faire tourner tout cela. Voilà donc ce qui a été fait. Dans le cas de l'entrepreneuriat, il y a également beaucoup de projets qui sont venus pour financer ces entrepreneurs-là. Il y a le projet
d'autonomisation des femmes qu'on appelle Transform. C'est près de 300 millions de dollars qui sont en train d'être dépensés présentement. Ça pourra créer 25 000 emplois. Financer 25 000 entrepreneurs. Et cela pourrait aboutir à la création de 75 000 emplois. Et au-delà de ça, je crois que vous avez appris dernièrement le lancement d'un projet qu'on appelle Vijana. Tout cela fait partie des synergies que j'ai initiées entre les différentes structures d'encadrement dont je vous ai parlé, ANADEC, FOGEC, autres, et FPI aussi, bien qu'FPI soit plus du côté industrie. J'ai commencé depuis un certain temps parce que j'ai compris que les entreprises travaillaient un peu trop en silo. Et j'ai instauré un système dans mon ministère où toutes les 2 semaines, je me mets autour d'une table avec toutes ces structures pour qu'on cesse de travailler en silo, qu'on ait plus de focus sur la création de richesses et l'encadrement des entrepreneurs. Et une des premières retombées de cette synergie, c'est le projet Vijana, où nous avons pu dégager 2 500 000 dollars, pour pouvoir financer les entrepreneurs entre 18 et 35 ans qui ont des projets qui demandent jusqu'à 50 000 dollars. Et donc, chers entrepreneurs, faites votre devoir à domicile. Si vous avez un beau projet, vous êtes jeune, qui demande jusqu'à 50 000 dollars, venez toquer à la porte de Vijana pour un financement. Un financement à des taux très réduits, comme j'ai dit, de 4%, et un encadrement de notre part. Au-delà de tout cela, nous avons pris certains décrets pour accélérer davantage ce que nous faisons pour l'entrepreneuriat. Parce que, comme je le dis plus tôt, il est impossible que nous créions des champions dans notre pays si nous ne leur donnons pas un accès au financement à des taux réduits et si nous ne baissons pas le fardeau fiscal sur eux. C'est ainsi que nous avons pris un certain nombre de décrets qui ont été approuvés en Conseil récemment, donnant des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux jeunes entrepreneurs, aux start-up et à l'artisanat, et plusieurs autres avantages d'encadrement, y compris même l'octroi d'un congé pour ceux qui travaillent dans une entreprise et qui veulent créer leur structure. Ils auront maintenant le droit de prendre 1 année de congé pour aller se concentrer à la création de leur entreprise. Parmi ces décrets, il y a également un décret pour les organismes que nous allons agréer pour encadrer ces entrepreneurs-là. Nous voulons qu'un entrepreneur, pendant qu'il fait son apprentissage dans la culture entrepreneuriale, qu'il n'ait d'autres soucis qu'exécuter son business plan. Et donc, tout ce qui est aspect légaux, fiscaux, parafiscaux, qu'il y ait des structures d'encadrement pour lui, qui sont là pour s'occuper d'une bonne comptabilité, qu'ils soient en règle avec la loi et autres. Il y a des structures d'accompagnement que nous avons également agréées et dont nous avons mis les modalités. Voilà un peu ce que nous faisons, mais il y a encore un dernier point peut-être que je vais soulever, ou deux, dans le cadre de l'entrepreneuriat toujours. Au total, nous avons pu, dans la sous-traitance, parce qu'on parle beaucoup de sous-traitance, au travers de la RSP, nous avons pu donner près de 1400 contrats d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars aux entrepreneurs locaux. Ils sont environ 800 entrepreneurs qui ont pu avoir cette manne-là de 2 milliards de dollars. Et je crois que ce sont les premières étapes de la marche vers la création de richesses et des champions. Et enfin, le dernier point que j'aimerais quand même porter à votre connaissance aussi, c'est la gouvernance numérique. Nous devons aller dans la gouvernance numérique et nous sommes dans la gouvernance numérique. Nous avons lancé une plateforme qu'on appelle Ekazi. C'est une plateforme qui est en ligne, qui offre gratuitement à tout entrepreneur un assistant numérique qui, en intelligence artificielle et en temps réel, peut répondre à toutes ces questions. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes à Bassankoussou, vous êtes à Dilolo, vous êtes à Mahagi, vous êtes à Doruma, à Libengue. Vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir mon entreprise? L'assistant numérique vous répond en temps réel et vous demande quelle entreprise, dans quel domaine. En fonction de ça, elle vous dit quelle est la législation qu'il faut faire, qu'il faut suivre, quelles sont les démarches qu'il faut faire. Et nous ne sommes pas arrêtés là avec l'assistant numérique, avec cette plateforme-là. C'est également dématérialiser le guichet unique. Ne plus avoir à prendre l'avion de Mbandaka ou de je ne sais où pour venir à Kinshasa
pour traîner ici à Kinshasa pour le faire enregistrer son entreprise. Non, la plateforme elle est là maintenant pour un enregistrement en ligne où vous pouvez télécharger toute la liasse documentaire électroniquement et dans les 48 heures avoir votre société enregistrée en ligne. La gouvernance numérique ne va pas s'arrêter là, elle va beaucoup plus loin. Nous voulons que tout ce qui est fiscalité, parafiscalité qui va s'appliquer aux entrepreneurs, qu'un entrepreneur ait le confort de payer ce qui doit être payé à partir du confort de chez lui, simplement, en ligne. Et ça évite aussi tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est corruption et tout ce qui est coulage des recettes pour l'État. Voilà, si je peux me résumer, où nous en sommes, chers collègues et chers mesdames, messieurs de la presse. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, de ce que vous nous avez donné comme élément. Je retiens que vous avez parlé d'à peu près 2 milliards pour 800 entreprises. On n'est pas toujours au courant. 2 milliards, donc, oui, dans les cas de la sous-traitance minière, c'est énorme. Je suis sûr que parmi eux, il y en a de millionnaires, comme le président de la République l'a toujours dit et souhaité, mais c'est évidemment pas suffisant par rapport à ce que nous représentons en termes de dimension, en termes du nombre de jeunes. Et donc ce soir, nous voulons être sûrs que nous donnons les maximums d'informations pour que les Congolais comprennent que malgré la situation que nous connaissons dans l'Est, nous sommes pleinement impliqués dans ce qui concerne l'avenir. Et l'avenir de ce pays s'est construira notamment autour des PME et des PMI. On va commencer cette série de questions avec Madame Rachel Kitita, qui sera suivie de Monsieur Patrick Lacoué. Et puis ce sera Monsieur Eric Izami. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Deux petites questions, ministre de l'Industrie, puis une question d'actualité. Positionnez bien le micro, s'il vous plaît. Des questions d'actualité, mais également deux petites questions au ministre de l'Industrie. La phrase que les Congolais aiment beaucoup, c'est attirer les investisseurs, parce qu'on sait que de ce côté, économiquement, le pays pourra s'en sortir. Mais quand vous parlez de attirer des investisseurs depuis 7 ans bientôt, combien d'investisseurs déjà sont venus en République démocratique du Congo investir et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire à ce sujet? Et comment sont-ils arrivés? Et sinon, pourquoi? Mais Moussompo, c'est pour quand exactement? Puisque vous parlez de plus de 20 000 emplois directs, ça sera opérationnel dans combien de temps? Moussompo, ça sera opérationnel dans combien de temps? Puisque vous dites que c'est plus de 20 000 emplois. Alors, deux petites questions d'actualité. Monsieur le porte-parole du gouvernement, certains parlent de l'arrestation des officiers des FARDC dans les zones swahiliphones. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on en retient? Mais également tout à l'heure, l'arrestation des officiers des FARDC dans des zones swahiliphones. Est-ce que vous en savez un peu plus? Qu'est-ce que l'opinion peut des arrestations? Des arrestations. D'accord. Ensuite, la question d'actualité sur... il y a quelques heures, Martin Fayoulou, qui s'est adressé, notamment qui a fait un discours où il appelle à la responsabilité pour la gestion de la crise actuelle, qui passera nécessairement par le dialogue. Il est prêt à rencontrer le chef de l'État, qui a aussi répondu à travers son porte-parole. Mais vous, en tant que porte-parole du gouvernement, comment avez-vous suivi ou accueilli ce discours et quelle est l'opinion que vous en faites de cet appel de Martin Fayoulou à Corneille Nangaa, à Joseph Kabila, mais aussi à Félix Tshisekedi, au président de la République? Bon, écoutez, ce soir, nous voulons parler des PMI industrie. J'espère qu'on va se focaliser sur ça parce que c'est une matière tout aussi essentielle. Mais pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayoulou, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec, pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayoulou, souvenez-vous que le 22 février,
nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, sur le sujet et sur sa disponibilité justement, Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces blocs. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu c'est faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quel que soit
son origine tribale est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela l'esprit du briefing, et je vous laisse répondre aux questions qui vous étaient destinées. Non, c'est l'esprit du briefing, comme vous dites, et s'il y a des sujets d'actualité qui doivent être évoqués, tout à fait normal. Madame Rachel, la première question, c'était du point de vue d'attirer les investisseurs. On en parle, mais est-ce qu'on les attire vraiment? Je crois que c'était ça la question. Et puis la deuxième, c'était à propos des millions d'emplois qu'on doit créer. C'est bien ça, parce que je vous entendais difficilement. Hein. Moussompo, la zone économique de Moussompo. Oui, mais c'était quoi la question? Pour quand? Ah, pour quand, d'accord. Pour quand? Très bien, merci. Eh bien, du point de vue de l'attrait des investisseurs, je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Moussompo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance, mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire, parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des 100 millions de Congolais. Je dis bien 100 millions de Congolais et il n'y a aucun spectateur dans ce combat-là. Nous sommes tous des acteurs et que chacun joue sa partition. Voilà, merci. On va prendre la question. Il y avait une dernière question. Il y avait une question encore, oui, Madame je crois que c'était pour la zone économique spéciale de Moussompo, c'est ça. Les travaux vont démarrer très bientôt. Aujourd'hui, j'étais avec ma collègue Mineta d'affaires foncières. C'est pour que tout ce qui est documentation, etc., pour sécuriser les investisseurs, pour qu'ils commencent les travaux, soit mis au point. Il y a une mission qui part là-bas incessamment, la semaine prochaine déjà. Les travaux vont commencer incessamment. Je dirais peut-être dans le mois qui suit, dans les 2 ou 3 mois, les travaux vont commencer déjà. À partir de là, c'est déjà de la création d'emplois déjà, quand les travaux d'aménagement commencent. Voilà, donc je crois que d'ici la fin de l'année, on verra déjà un engouement autour de cette zone économique spéciale. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole.
Monsieur le ministre de l'Industrie, excusez-moi, je suis resté un peu sur ma soif sur la question sur le point où vous étiez en train de relever les assurances que nous devons avoir et même la confiance à donner à ces investisseurs étrangers. C'était ma première question, mais je vous ai... à donner aux investisseurs. Oui, par rapport à la corruption, au détournement, c'est que, à vous entendre parler, vous avez survolé ce problème. C'est un problème capital et de confiance. Connaissant l'histoire de ce pays, nous avons besoin d'assurer ceux qui viennent. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur ce problème-là? Et ma deuxième préoccupation... C'est lequel le problème? La corruption, les détournements. Puisque ça dérange votre secteur. Ça sent le détournement, c'est ça. Voilà. C'est que la deuxième question, sur le budget national, oui. Votre secteur a quel taux en termes de pourcentage de revenus sur le budget national? Parce que vous parlez des millions, des milliards même, avec Kamoa, mais votre secteur fait rentrer combien sur le 100% du budget national? D'accord. Et ma dernière préoccupation, c'est sur ces financements des jeunes entrepreneurs. Quel est le taux d'intérêt que vous appliquez sur ces financements-là? Il a 50 000 $. 4%. Et je pense que le ministre, elle a dit tout à l'heure lorsqu'il parlait du projet Vijana. Voilà, c'est par rapport au projet Vijana, c'est que quelles sont ces mesures d'encadrement sur le retour sur l'investissement fait auprès de ce jeune entrepreneur. Merci. D'accord. Allez-y, monsieur le ministre. Merci Patrick, toutes des très bonnes questions. Les assurances qu'on donne aux investisseurs. Je vais vous dire une chose, Patrick. Lorsque je rencontre les investisseurs, je leur dis toujours ceci. Quand vous venez investir en RDC, vos meilleurs alliés ne sont pas les ministres, la première ministre ou le chef de l'État. Vous avez deux alliés en réalité. Le premier allié, c'est le cadre réglementaire d'investissement au pays, les lois de notre pays. Ce sont ces lois qui vous garantissent votre financement, qui protègent votre investissement et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas des changements de règles du jeu qui seront adverses à votre plan d'action. Ça, c'est le premier allié que vous avez. Le deuxième allié que vous avez, c'est notre administration, qui est chargée de veiller à ce que toutes les autorisations dont vous avez besoin pour déployer votre business plan puissent vous être accordées, puisque vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez produire ce que vous êtes venu produire. C'est ça vos vrais alliés. Maintenant, Patrick, quand vous avez des alliés dans la vie, vous apprenez à les connaître, parce que ce sont vos alliés. Vous passez du temps avec eux. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout investisseur qui prend d'abord le temps de comprendre le cadre légal de notre pays, le cadre fiscal, le vrai coût de faire des affaires,
La télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. Lutte contre justement tout ce qui est mauvaise information, malheureusement, parfois vous ne faites pas toujours votre part. Je veux vous donner un exemple concret. Ces week-ends, j'ai reçu plusieurs fois des vidéos sur un prétendu détournement de projets de développement local de 145 territoires. On vous dit même qu'on a donné 511 millions et que on a justifié que 9 millions sur 511 millions. Ce qui suppose que 502 millions de dollars se sont volatilisés, entre guillemets, d'après l'auteur. Mais alors, en faisant juste un peu de recul dans la forme, c'est lui qui parle derrière ces rapports. Est-ce qu'il a pris le soin? Moi, j'ai vérifié de discuter avec les agences. Parce que ce que nous, on a refusé au début de ces projets, par exemple, c'est que cela ne soit rattaché directement au cabinet ou au ministère. Parce que nous avons une expérience et on n'a pas voulu que ces projets puissent être soumis à une série de contraintes, entre guillemets, ou des procédures. On a confié des projets à des agences qui sont réputées. Parce que c'est des agences qui sont recrutées, y compris par nos partenaires internationaux. PNUD, la cellule CFF ou les BCECO. Ils font tous les 3 mois un rapport d'exécution physique, financier, parce que les financements à l'origine viennent de nos partenaires. Et donc, toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, sont prises au niveau du gouvernement depuis le jour 1 de ces projets jusqu'à ce jour. Alors, comment accorder la moindre crédibilité à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui se présente comme un expert, mais qui n'a pas eu, lui, dans la démarche, l'honnêteté de la contradiction que suppose une telle démarche. Alors, est-ce que vous allez prêter foi à des conclusions qui viennent d'une organisation comme celle-là? Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier, comme le ministre l'a dit, la corruption, il y en a dans tous les pays du monde. Ce qui compte, c'est comment vous faites pour lutter contre la corruption et en minimiser les dégâts. Dites-moi, avant le président Félix-Antoine Tshisekedi, on attendait des rapports qui venaient des ONG internationales, Jason Stern, qui faisait des rapports sur des scandales de corruption ici.
En l'occurrence, ici, ce sont des structures de l'État qui alertent. Lorsqu'une structure alerte sur des cas qui requièrent de la vigilance, ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas du détournement parce que le détournement est établi par les organes de la loi, par les parquets. Alors faisons attention pour que nous-mêmes, parce qu'il y a comme une forme de campagne malsaine que je vois depuis plusieurs jours, comme on est dans une guerre informationnelle où on inonde les VENA, on dit on attaque les Baswahili, maintenant on veut inonder les VENA, on dit oh, là-bas c'est la corruption, c'est les détournements. Mais chers amis, ne nous tirons pas sur les pieds. Comment pensez-vous alors que nous avons pu réussir à mobiliser les fonds qui financent les 145 territoires? Comment pensez-vous alors que successivement, nous avons réussi à toutes les revues des FMI Banque mondiale si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés? Je parle avec un ancien opérateur minier à ma droite. Vous savez les exigences que nous avons dans le cadre notamment de l'initiative de la transparence pour les industries extractives. Nous avons toujours du succès lorsqu'il y a des évaluations qui sont faites dans le cadre de l'application des litiers. Alors moi, je souhaite que dorénavant, vous les professionnels de médias, vous faisiez le front avec nous pour détricoter tous ces mensonges et pour aller vérifier. Parce que dès demain, je peux demander à mon collègue du plan de vous fournir les rapports à jour et à date, aussi bien du niveau de financement que du niveau d'exécution physique de 145 territoires. Sur ça, nous n'avons rien à cacher. Et donc, lorsqu'on parle de ces questions, je souhaiterais que tout le monde puisse intégrer que jamais on a eu dans ce pays une détermination à lutter et à mettre fin à la fois à la corruption et au détournement que nous l'avons maintenant. Merci. On va prendre la question de M. Eric Izani. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. Alors, je voudrais commencer par d'abord saluer l'homme qu'il est. Il est resté. Lui, Watum Kabamba, vous avez remarqué, policé, pondéré, jusqu'au niveau de saluer même l'œuvre de ses prédécesseurs. C'est rare. La question, alors, monsieur. Monsieur le ministre, nous avions appris que votre gouvernement entend relancer le projet Bukangalonzo. Ça s'appelait autrefois projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Comment est-ce que ça va se passer? Vous avez rappelé ici que vous avez eu à faire beaucoup de choses. Moi, j'en suis témoin. 2009, au niveau de Ouélé, j'ai vu ce que vous avez pu faire aux côtés du docteur Marc Bristow et les autres, Cyril Moutombo, tout ce que vous avez pu réaliser. Alors, quittant le projet Bukangalonzo, il y a un autre projet, parlant toujours de l'industrie, de la fabrication de câbles. Les Congolais qui nous suivent, ils savent que nous avons tous ici un problème qui est devenu un mal populaire, le problème des courants. Par manque de câbles, à gauche et à droite, nous souffrons parce qu'il n'y en a pas. Et en son temps, ça demandait, je crois, 16 millions de dollars américains ou pas 160 millions de dollars américains pour relancer cette usine qui est au niveau du Katanga. Vous avez ici inventé, troisièmement, vous avez inventé le fait que dans la zone spéciale économique de Maluku, on a aujourd'hui l'implantation de Pepsi qui a donné du travail aux Congolais. Merci pour ça. Mais que diriez-vous à ceux des Congolais qui pensent que d'un côté, c'est vrai, on a le Pepsi, on a l'emploi, mais avec le bouteille plastique, ça détruit notre cadre de vie. Bon, le maître disait, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Qu'avez-vous pensé par rapport à l'industrie, justement, pour que nous puissions absorber toutes ces bouteilles qui, non seulement enlaidissent l'environnement, mais détruisent nos rivières, etc. etc. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, allez-y, s'il vous plaît. Ouais, merci, Eric. C'est un plaisir de te retrouver. Bukangalonzo, comment ça va se faire? Pas plus tard qu'au dernier conseil, vendredi dernier, on en a discuté. Je crois qu'il y a une commission qui a été mise en place pour descendre sur les lieux. Elle sera multidisciplinaire pour faire l'état des lieux et savoir comment on va repartir avec ça. C'est vraiment prématuré pour moi de vous porter des éléments de réponse ici. Je crois qu'il faut faire un état des lieux exhaustif et sans passion. Je crois que cela a été fait par le ministre du portefeuille, voilà, qui a parlé à la fois de Bukangalonzo, de triomphe pour les engrais et du marché international de Kinshasa, avec des propositions assorties après évidemment de séances d'audit. Et donc la question devrait dans les prochains jours trouver la réponse. On pourra peut-être revenir en briefing avec le ministre du portefeuille pour plus de détails. D'accord. Triomphe par contre est très avancé. Nous avons décaissé au niveau des FPI 14 millions de dollars. Et donc le projet est pratiquement sur les rails.
qui doit pouvoir démarrer à tout moment pour la fabrication des engrais chimiques. La fabrication des câbles. C'est en réalité une invitation à l'entrepreneuriat congolais et aux industriels congolais. Je disais tantôt au prédécesseur, celui qui posait les questions, mais les Chinois ont compris comment créer des richesses chez nous. Ils sont suivis par les Indiens. C'est à nous, les Congolais aussi, de nous lever. Vous avez bien parlé de 16 millions de dollars environ. Bon, évidemment, tout dépend de la taille de ce qu'on veut faire. Mais nous n'attendons que des études de faisabilité, des propositions, des demandes de financement pour qu'on le fasse. Et je crois que nous devons tous aller vers cette voie-là, la voie d'ajouter de la valeur. Parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été très clair dans sa vision. Et aux Américains, aux Occidentaux et aux Chinois. On veut de la valeur ajoutée au pays. Et donc les câbles, c'est un très bel exemple. Moi, j'invite plutôt les Congolais à ce sursaut, surtout les Congolais entrepreneurs, à venir faire des propositions concrètes pour qu'on puisse les accompagner. Nous créons l'environnement pour qu'ils puissent se développer. Nous mettons les lois en place, etc. Bien sûr, nous devons les appliquer, mais ils doivent aussi jouer leur partition. Parce que j'ai toujours dit dans la vie, on n'a pas que des droits, on a aussi des obligations. Nos entrepreneurs ont aussi des obligations. C'est se lever, saisir ces opportunités qui sont là et se dire, voilà, moi je veux faire ceci, accompagnez-moi. Et notre porte est ouverte pour cela. Maluku, oui, on a fait Pepsi, mais les bouteilles plastiques. C'est une question qui me rattrape en réalité parce que le jour du lancement de cette production-là, j'étais assis à côté du PDG de Pepsi qui était venu pour l'inauguration, il repartait juste après. Et c'est exactement la question que je lui ai posée. J'ai dit, très bien, on va inonder la ville avec des bouteilles plastiques. Et qu'est-ce qu'on va en faire après? Il n'avait pas une réponse très claire. Je lui avais dit, eh bien voilà ce qui va se passer maintenant. Nous allons faire un partenariat avec les entrepreneurs congolais. Et vous, Pepsi, vous allez les financer pour que nous puissions justement faire cette industrie de ramassage des bouteilles plastiques et de traitement. Cela a traîné dans les discussions. Nous n'allons pas attendre ces discussions-là. Parce que je pense que, et je l'ai dit encore plus tôt, ce pays, personne ne va le construire à notre place. La saleté que nous voyons dans la rue, personne ne va la ramasser à notre place. Nous allons la faire nous-mêmes. C'est ainsi qu'au sein de nos ministères, nous avons mûri un plan que nous allons annoncer dans les tout prochains jours et qui va englober toute cette problématique de plastique. Pas seulement Pepsi, toutes les bouteilles plastiques qu'on voit traîner. Et en même temps faire un boost et créer l'entrepreneuriat autour de cela. Je vous demande juste un peu de patience. Nous sommes en train de mettre la dernière touche à ce plan-là, qui va aller sur toutes les 24 communes de Kinshasa, pour que nous rendions cette ville propre finalement. Parce que je ne crois pas encore une fois que c'est l'affaire uniquement du gouverneur de la ville, bourgmestre et autres, c'est l'affaire de nous tous. Et nous avons, nous, en toute modestie, notre petit plan, notre petit programme que nous avons mûri, nous allons le mettre en pratique très bientôt. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre les prochaines questions de Madame Joséphine Mawete. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Certains jeunes ont peur de s'engager ou même de commencer à entreprendre suite à la multiplicité de taxes qui existent dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Est-ce que la nouvelle Startup Act prend en compte cela et combien de temps faut-il attendre pour un jeune entrepreneur avant de commencer à payer tout ce qui est taxes et impôts existants? La deuxième question, Monsieur le Ministre, a elle deux sous-questions. Il vous a été adressé le 30 mai dernier une question orale avec débat à l'Assemblée nationale au sujet du PRONADEC, qui est le programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. Alors, pas plus tard que le lendemain, en tout cas de cette question orale qui avait été adressée en votre personne, il y a une structure Congo Business Expo qui avait organisé une rencontre avec les jeunes entrepreneurs autour du même sujet. La question est celle de savoir où en sommes-nous avec le PRONADEC, parce que selon le député qui a adressé cette question orale, il a constaté les reculs de la lutte contre le chômage, puisque le programme qui constitue un pilier majeur pour la création de l'emploi, selon lui, n'existe plus. Mais aussi
comment le PRONADEC concrétise-t-il la volonté du gouvernement de structurer l'accompagnement durable en RDC, notamment pour les jeunes et les femmes? Merci. Monsieur le ministre, allez-y, s'il vous plaît. Très bien, merci Joséphine. Les jeunes qui ont peur de s'engager, je comprends cela. Moi qui vous parle en tant que ministre aujourd'hui, j'étais entrepreneur une bonne partie de ma vie aussi, et je comprends très bien leurs sentiments. C'est justement parce qu'il y a cette fiscalité et parafiscalité qui deviennent un lourd fardeau, et ils préfèrent plutôt se mettre hors circuit pour pouvoir travailler et éviter les tracasseries. Nous avons compris cela. C'est pour cela que nous sommes en train de formaliser ce secteur-là. Leur dire non, revenez dans le formel. Ça coûtera, je crois, 20 $ la carte de l'entrepreneur. 20 $ une carte qui sera valable pour 3 ans. Mais derrière cette carte-là, il y a de nombreux avantages. Il y a les assurances qui vous ont donné, par exemple en cas d'accident, d'incendie et autres. Il y a l'accès au financement à taux réduit. Et il y a l'accès aux organismes d'accompagnement de votre structure. Tout ça pour dire aux entrepreneurs, faites-vous voir, venez, en étant dans le formel, vous serez mieux accompagnés qu'en restant dans l'informel. Je crois que, et ici je demande à tous les entrepreneurs de nous faire confiance. Nous voulons voir des champions se développer. Nous ne voulons pas vous voir continuer à faire des affaires d'épicier, des petites affaires où on tourne en rond, on n'avance pas. Mais pour le faire, il faut y mettre la forme, et c'est la forme que nous mettons. Et tout cet arsenal de mesures d'application des ordonnances loi pour la promotion de l'industrie de l'entrepreneuriat, pour accélérer cela, ce sont les mesures d'application qui tombent maintenant, les décrets que nous sommes en train de publier. Il y a encore une batterie d'une douzaine de mesures d'application qui vont suivre encore, toujours dans le même sens, pour pouvoir bien encadrer nos entrepreneurs et leur alléger la tâche, pour que leur génie, leur talent puissent s'exprimer et qu'ils puissent réellement créer des richesses. Je vous demande de nous faire confiance en tant qu'entrepreneur. PRONADEC, je n'ai pas encore été saisi officiellement. J'ai entendu parler de cette question orale en termes de lutte contre le recul du chômage, mais la première réaction, c'est je ne sais pas par rapport à quelles statistiques, parce que un des grands défis que j'ai trouvé en arrivant au ministère, nous n'avons pas de statistiques. Maintenant, le chômage est en train d'avancer ou de reculer par rapport à quelles statistiques, je ne sais pas. Ce que moi je peux vous dire, c'est ce que nous faisons pour créer les emplois. Et ce que je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce que je peux vous dire, c'est que les approches d'industrialisation et de promotion de l'entrepreneuriat, ce sont des approches structurantes dont les résultats se font sentir dans le temps. Regardez aujourd'hui la Chine, la Corée du Sud. Ce sont des champions de la batterie aujourd'hui sur le niveau planétaire. Joséphine, ils ne sont pas devenus par un coup de baguette magique. Ils ont décidé il y a 40 ans qu'ils le seront. Je dis bien il y a 40 ans. Je dis bien il y a 40 ans qu'ils ont décidé cela. Pour arriver là où ils sont. Nous n'attendrons pas 30 ans. Nous n'attendrons pas 40 ans. Mais comme on dit, tout long voyage commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est ce dont je vous ai parlé ici. Nous sommes en train de mettre les jalons pour que nos entrepreneurs puissent développer, qu'on crée de l'emploi. Nous avons un plan ambitieux de 6 millions d'emplois qui va nous demander environ 600 millions de dollars chaque année. Nous remuons ciel et terre pour que les financements soient trouvés. Une partie sera financée localement avec nos banques et autres, et l'autre partie avec les partenaires étrangers. Nous sommes conscients de la taille du challenge, mais c'est un challenge qui vaut la peine parce que nous le faisons pour nos générations présentes et futures. Et nous nous battrons pour cela. Et donc, ça se fait dans le temps, cette création de richesses et d'emplois. Et Monsieur le ministre a peut-être un petit complément rapidement sur ce que vous faites spécifiquement pour créer cette culture de l'entrepreneuriat, parce que très souvent on dit que les projets des jeunes Congolais parfois n'arrivent pas à maturation, parfois on est tenté tout de suite à acquérir une maison, une voiture, plutôt qu'à laisser tourner l'entreprise. Comment, de manière concrète, vous travaillez à transformer justement cette forme de culture par rapport à notre rapport et à ce que génèrent les bénéfices de nos entreprises lorsque nous commençons? Oui, une très bonne question. Ici, j'aimerais dire ceci à nos chers entrepreneurs qui me suivent.
Au-delà des structures d'accompagnement comme l'ANADEC, le FOGEC et autres, chers entrepreneurs, vous avez un très grand travail à faire vous-même. Nous avons eu cette grâce, et c'est encore en toute humilité que je le dis ici, d'avoir permis à quelques-uns des entrepreneurs de devenir des millionnaires. Cela fait plus de 10-15 ans. Mais si je les fais venir ici, 5 ou 10 parmi eux, et vous leur posez la question de savoir c'est quoi le plus grand challenge pour devenir millionnaire, vous serez surpris. Ils ne vous diront pas que c'est le problème d'accès aux capitaux, au financement. Ils ne vous parleront même pas des taxes. Ils vous diront finalement, après avoir raconté toute leur histoire, que c'est un état d'esprit avant tout, la création de richesses. Un état d'esprit où on se met à l'apprentissage, où on accepte de payer le prix, où on fait l'expérience de ce qu'on appelle la solitude du coureur de marathon de longue distance. C'est quoi cette solitude-là? Vous savez, lorsque ceux qui ont fait le marathon ici, il y a des étapes de marathon où la foule est là pour vous acclamer, n'est-ce pas? Pour vous donner des oranges et de l'eau et des rafraîchissements. Mais vers les étapes ultimes de cette course-là, il n'y a plus cette foule-là. Vous êtes seul, il y a une montée raide devant vous qui reste. Et le corps ne répond plus. Les muscles ne vous portent plus. Plus du tout. Il ne vous reste plus que 2 compagnons. C'est un mental fort et la foi en un être suprême qui va vous faire parvenir là au-dessus. C'est tout ce qui vous reste. C'est ça la solitude du coureur de longue distance, de marathon longue distance. Un entrepreneur, c'est celui qui fait l'expérience de cela. Voilà. C'est ça le prix à payer pour être entrepreneur. Voilà. Et si vous n'êtes pas préparé à payer ce prix-là, je crains que vous restiez toujours dans les plaintes de dire c'est le financement, c'est ceci, cela. Non, il y a un prix à payer. Soyez prêts à payer ce prix-là et croyez-moi, vous allez y arriver. Monsieur le ministre, je crois que nous allons travailler avec vous pour voir dans quelle mesure on peut faire de petits modules justement qui communiquent sur toutes ces choses sur l'entrepreneuriat, les B.A.B.A. Je pense que ce serait d'une importance capitale pour les jeunes qui nous suivent. On va prendre les 2 dernières courtes questions en série, une en français de M. Amédée Morabou et une en lingala de M. Thierry Landou, et on va répondre rapidement pour terminer dans 5 minutes. Merci de la parole, Excellence. C'est 2 petites questions. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez hérité de votre prédécesseur d'un plan d'industrialisation de la RDC. Qu'en est-il? Qu'est-il devenu? Parce que ce plan devait être financé à raison de 58 milliards de dollars. Et durant tous ces briefings, vous n'avez pipé mot sur ce plan d'industrialisation. Deuxième question, Excellence, comment justifiez-vous que la CINAT, notre cimenterie nationale, soit jusqu'à aujourd'hui à l'arrêt, alors qu'il y a des grands travaux, des grands projets qui sont annoncés dans cette province, notamment les Grands Inga, le port en eau profonde des bananes. Merci. Merci. La dernière question en lingala. Merci, Excellence, de m'avoir accordé la parole. Mais moi, j'ai 2 questions. On a lingala parce que depuis tout bandit, tout Kalopoto, ministre industrie za koloba mais population a besoin ya kuyeba parce que likambu ya industrie na mboka na biso eza penza o tolobaka ya mutuya ya liboso ministre oyebi que lelo mboka na biso ba PME na ba pays ezali moko ya ba secteur où ils sont vraiment artisanal pour nini parce que je prends un exemple. Mutuna ngonge komi mukusendeko. Voilà, Tonito Yeba, Nalingala, ministre, boni bozali kosala pour protéger les entrepreneurs ou yabana, enfin les artisanats ou les entrepreneurs oyo lelo baza ko banga koya vers bino parce que to utu kolo kabino bande ko ba posaki ba question na likambu ya pourcentage. Yango itininga na poser question. Il y a rélecture, il y a loi, il y a sous-traitance. Boni projet wana et bombi nini na kati. Je pense que ma question a mis balé en moi. Ok, ça va. Merci. Ouais. Merci pour les 2 questions. Amédée,
Oui, le plan d'industrialisation, effectivement, il a été fait par mes prédécesseurs. Et je peux vous assurer, c'est des documents de très bonne facture qui ont été faits. Je dois avouer également que dans l'exécution, les moyens n'ont pas suivi. Il faut bien se dire les choses comme elles sont. Pour plusieurs raisons, certaines presque évidentes d'ailleurs, avec cette guerre qui nous a imposé et autres. Mais je crois que nous devons être plus proactifs et être animés de cet esprit de dire, avec ce qu'on a, on va avancer. Je suis profondément chrétien. Lorsque Jésus devait nourrir 5000 personnes, il n'a pas prié le ciel pour que 5000 pains descendent. Il a demandé qu'est-ce qu'on avait en main. Je crois qu'il y avait 2 poissons et 5 morceaux de pain, c'est tout ce qu'il y avait. Et le reste a été fait. On ira avec ce qu'on a. SINAT, c'est vrai. En réalité, je vous ai dit qu'un des grands piliers pour notre secteur industriel dans notre approche, c'est relancer les unités industrielles de production. SINAT également est dans la liste. Nous sommes très avancés dans son financement. Il y a certaines cimenteries dont je n'ai pas parlé. À Katanda, par exemple, nous avons lancé des travaux dans le Kasaï pour la cimenterie. New Simaiko à la Chopo aussi, nous avons lancé, c'est une cimenterie également. Bientôt les travaux vont démarrer là-bas. SINAT suivra également. C'est juste une petite question de temps. Je comprends l'empressement que nous avons de voir les choses arriver. Mais croyez-moi, même Dieu le Père dans toute sa puissance, ça lui a pris 6 jours pour créer le monde. Le 7e jour, il s'est reposé même. Et donc, c'est dans le pipeline, ça va venir. On n'a pas négligé la SINAT. Surtout par rapport aux enjeux, comme vous avez dit. Namotuna Lingala. Bon, Namotuna Lingala. Nayoki kolela ya ba entrepreneur oyo ba artisan o baza dans l'artisanat baza ko kima ba taxe baza ko kima nini ba paku et tout ça. Mais yango na lobaki na lopoto toyebisi bango botika kobanga bomilakisa parce que toye na modèle ya kosalisa bino ya komonisa bino pasi te kosalisa bino na ndenge nini opesa bino carte de l'artisanat ndeko nakanisi $20 soki ozwi carte wana sur 3 ans nakanisi babomi yo te quand même mais na nsima ya carte wana tala avantage oyo okozwa d'abord okozwa accès na financement na talo ya moke 4%, 5% bapesi yo mbongo yo sala mosala okozwa lisalisi na ndenge ya assurance contre incendie otekaka na zando balobi oyo zando eziki marchandise na yo nyonso eziki assurance ekozongisela mbongo wana et puis ekozala na bastructure mpona koencadre bino oyo bozali dans l'artisanat pour que mosala bino ekende malamu je crois eza bavantage oyo esengeli quand même topesa papa mokonzi ya mboka na vision na ye topesa ye merci mingi parce que akanisi baartisan apesa bango façon base développer mpe bakoma makasi donc babanga eloko moko te baya epa na biso tokende bango elongo mpona kosilisa suka relecture ya loi ya sous-traitance tosalaki baréunion ebele tosilisi yango ezali baloi mibale en fait ezali loi ya sous-traitance et puis loi oyo tobengi contenu local c'est-à-dire tolingi dans tous les domaines ezala industrie ezala artisanat tolingi priorité ezala na bacongolais avant tout parce que tomoni baindien tomoni bachinois sikoyo tolobi ekomi tula bacongolais loi wana mpe avant projet nango mpe tosilisi yango baloi nyonso mibale na se na ntina yango epa mama premier ministre akoinstruire gouvernement sikoyo totala yango na commission interministérielle na commission de loi soki esili nde ekokende na parlement pour que badepute na biso mpe batala soki mpe makanisi mosusu bakobakisa babakisa nyonso kaka na ntina ete kongo etelema baentrepreneur batelema bakoma mpenza bakolo mboka baprofite na mosolo nzambe atie na mabele na bango ndenge tolobaka congolais telema exactement oyaki mpe na cadre ya congolais telema spécial briefing monsieur le ministre est aussi ici awa je crois que olobi maloba ebele neti mpe mwa kote moko évangéliste na kati on a compris que le ministre est très chrétien et la foi qui l'accompagne, c'est aussi la foi qui nous accompagne tous derrière le président de la République.
Et ce soir, nous avons voulu faire un focus sur la question des PME-PMU et du secteur industriel. Évidemment qu'il y a beaucoup de questions, Monsieur le ministre, cette fois-ci de manière plus régulière. On aura l'occasion de faire de petits moments de change pour donner justement la vue globale de ce que nous faisons pour les jeunes Congolais et de comment on compte les encadrer pour qu'ils deviennent des millionnaires qui créent des millions d'emplois dans notre pays. Mesdames et messieurs, merci et bonsoir chez vous. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo,